Bonjour, je m'appelle Damien Kounas, je suis conseiller en polyculture et élevage chez Bio Wallonie et je vais aujourd'hui vous présenter la culture du lupin. Le lupin est une plante de la famille des légumineuses. C'est un protéagineux dont on récolte les graines pour utiliser principalement en alimentation animale, voire parfois alimentation humaine, mais des variétés spécifiques. C'est intéressant en grande culture biologique dans la rotation parce que ça ramène pas mal d'azote. Donc ça peut laisser jusqu'à 20 unités, voire 60 au maximum pour la culture suivante. Et c'est aussi très riche en protéines, donc c'est le protéagineux le plus riche en protéines après le soja. Donc ça peut aller jusqu'à des teneurs de jusqu'à 34% de protéines. Il y a deux types de lupins, le lupin blanc et le lupin bleu. Alors le lupin, il aime bien des sols plutôt acides, relativement bien drainés et assez profonds, et plutôt des sols assez légers, voire moyens. Par contre, il ne supporte pas trop les sols lourds et peu profonds. Sa place dans la rotation est souvent idéale entre un maïs par exemple et une céréale ou entre deux céréales. Par contre, il faut éviter tout ce qui est plantes comme le colza, qui est sensible à la sclérotignose, ou d'autres légumineuses. Enfin, il ne faut pas mettre trop de légumineuses à la fois dans la rotation qui se suivent. Donc, en termes de choix de variété du lupin, donc, il faut d'abord choisir le type de lupin, le lupin blanc ou le lupin bleu, en fonction de ses objectifs. L'avantage du lupin blanc, il a un potentiel de rendement au départ qui est supérieur au lupin bleu. Maintenant, il est très sensible à l'anthracnose, ce qui peut réduire le rendement à vraiment pas grand-chose. Donc, depuis 2019, il existe deux nouvelles variétés qui sont dites tolérantes à l'anthracnose, qui est la maladie donc la plus impactante. Et ces deux variétés-là sont en train de faire leurs preuves petit à petit sur le terrain. Maintenant, l'inconvénient du lupin blanc aussi est sa hauteur qui est plus importante, qui le rend plus sensible à l'averse. Et également une durée de végétation plus longue, qui l'amène parfois à des dates de récolte plus tardives au courant du mois de septembre. Dans le lupin bleu, il y a également deux types alors. Le lupin bleu dit ramifié et le lupin bleu non ramifié. Ça va avoir une influence notamment sur le rendement. Un lupin bleu non ramifié fera moins de rendement qu'un lupin bleu ramifié, mais il aura une floraison et une maturité moins étalée et plus régulière. Tandis qu'un lupin bleu ramifié aura tendance à faire toujours des fleurs presque sans s'arrêter, on va dire, et un étalement de maturité des gousses qui sera pas évident à gérer pour la récolte. La hauteur donc, des lupins bleus est aussi plus faible, ce qui les rend plus tolérants à l'averse. Et leur durée de végétation est alors de 120 à 140 jours. Au niveau des doses de semis, le lupin blanc doit se semer à une dose de 60 grains au mètre carré. Tandis que le lupin bleu, si on a un lupin bleu ramifié, on sera à une dose de 100 grains au mètre carré. Et pour le lupin bleu non ramifié, à 120 grains au mètre carré. Il faut vraiment faire attention que le lupin doit être inoculé au moment du semis, parce que le rhizobium qui lui permet de fixer l'azote n'est généralement pas présent dans nos sols, donc il faut impérativement inoculer avec la souche spécifique du lupin et faire ça directement avant le semis, à l'abri de la lumière. La profondeur de semis va varier entre 3 et 5 cm en fonction de l'humidité du sol au moment du semis. Et on essayera de semer à partir de mi-mars jusqu'à mi-avril, dès que les conditions le permettent, que le sol est ressuyé, car si on attend trop longtemps, on aura tendance à avoir des problèmes de résistance à la sécheresse. Il ne faut pas avoir peur du fait d'avoir des gelées, car le lupin au stade jeune peut résister jusqu'à des températures de moins 4 à moins 5 degrés. Donc, le lupin n'a pas besoin de fertilisation spécifique, car comme il capte l'azote de l'air, il n'a déjà pas besoin de fertilisation azotée. Par contre, comme toutes les légumineuses, il aime quand même avoir des ressources suffisantes en termes de phosphore et potasse. Ce qui veut dire que c'est intéressant d'entretenir quand même ces teneurs par des apports réguliers en matière organique. Même si le lupin est doté de racines dites protéoïdes qui lui permettent d'utiliser du phosphore inorganique qui est sous forme non assimilable pour les plantes dans le sol. Et il permettra aussi de le rendre disponible pour la culture suivante.
Au niveau des maladies, la plus importante c'est l'anthracnose qui reste vraiment la maladie la plus destructrice pour le lupin. On peut aussi avoir parfois des problèmes de botrytis, donc sur les feuilles par exemple, ou alors aussi un peu de sclérotignose au niveau des tiges. Au niveau des ravageurs, c'est principalement les cytones qui sont problématiques au stade jeune, mais qui font souvent des dégâts assez spectaculaires, mais les impacts sont assez limités sur le rendement final. Il faut aussi faire attention pour les dégâts de cervidés, pour les parcelles à proximité des bois. Donc le point le plus important presque de la culture de lupin, c'est le désherbage. C'est une étape qui peut être délicate car le lupin n'est pas une plante très couvrante, surtout à des stades fort jeunes de la culture. Ça implique qu'il faut dès que possible faire des faux semis avant le semis, avant la plantation en tout cas. Et alors combiner plusieurs outils qui peuvent être la hersétrie et la houe rotative en sol battant. Donc on va intervenir dès 2-3 jours après le semis pour pouvoir effectuer des désherbages dits de pré-levée, donc avant que le lupin ne germe, et intervenir jusqu'à des stades du lupin qui sont le stade 2 feuilles. On préférera passer avec les outils dans l'après-midi quand il fait chaud et ensoleillé car les feuilles sont plus souples et moins susceptibles d'être abîmées par les outils. Si on choisit le semis avec un semoir monograine, on peut également biner la culture. Ça permet de bien nettoyer la terre rang et d'intervenir jusqu'à des stades où la culture sera plus grande, jusqu'à 30 cm. Mais toujours à combiner avec la hersétrie ou la houe rotative pour travailler à l'intérieur du rang. Une alternative pour le désherbage, ça peut être d'associer la culture, comme on peut le voir ici avec une céréale de printemps. L'avoine a vraiment un rôle très couvrant, donc elle va permettre à la fois de limiter l'envahissement des adventices en fin de culture. Donc, quand le lupin est mûr, les feuilles vont tomber au sol et laisser plein de lumière aux adventices qui sont présentes et qui sont également les pieds dans l'azote et qui peuvent à ce moment-là bien redémarrer et poser même problème pour la récolte car elles sont toutes vertes et bien présentes. Maintenant, l'avoine est aussi concurrente vis-à-vis du lupin, donc il ne faut pas en mettre trop. La dose préconisée, ce serait d'aller jusqu'à un maximum de 80 à 100 grains au mètre carré, ce qui peut correspondre à entre 20 et 40 kg par hectare, avec malgré tout une dose pleine de lupin. On peut aussi choisir l'orge, qui est moins concurrentiel, mais qui fonctionne aussi, et donc avec lequel on peut monter un peu plus haut dans les doses, jusqu'à 40 à 50 kg. Au niveau de la récolte, il faut vraiment faire attention que le lupin soit quand même suffisamment mûr, surtout pour les lupins blancs et les lupins ramifiés, parce que des gousses qui ne sont pas mûres et qui peuvent être encore vertes peuvent poser des problèmes dans les grilles des moissonneuses. Au niveau des réglages à la moissonneuse, on est similaire à la culture de févrole. Il faut bien, pour la conservation, ramener la culture, la graine, à 14% d'humidité, donc un séchage est parfois nécessaire. Les rendements peuvent aller de 2 à 4 tonnes en culture pure, voire 4 à 5 tonnes en culture associée. L'avantage de la culture associée aussi, c'est qu'on aura toujours quelque chose. Donc si le lupin, l'année est moins propice pour le lupin ou qu'il souffre d'une mauvaise implantation, l'avoine va prendre le dessus ou bien l'orge aussi. Et alors le lupin, son utilisation principale va être donc dans l'alimentation animale, ce sera en vache laitière. Il est fort intéressant, ce qui va vraiment amener une plus-value en termes de correction protéique. Donc au-delà de ces 30 à 34% de protéines, il peut amener des bonnes teneurs en DVE jusqu'à 130 grammes et là, à peu près la même chose en EEB aussi par kilo de matière sèche, et jusqu'à 1320. Donc c'est une protéine de qualité qui sera valorisée, vraiment permettra de faire de la production laitière
Et l'avantage aussi dans les rations de ruminants, c'est que c'est des sols protéagineux qui ne contiennent pas d'amidon. Donc dans des rations où il y a déjà beaucoup de céréales, où on peut avoir beaucoup de maïs, donc des rations déjà acidogènes à la base, le lupin va être assez sécurisant. Il peut être limitant quand même malgré tout parce qu'il contient beaucoup de matières grasses. Enfin, le lupin blanc peut contenir jusqu'à 10% de matières grasses et le lupin bleu 5%. Et donc on n'ira pas au-delà de 6 kg de lupin par animal par jour. Maintenant, cette matière grasse est également une source d'énergie différente et qui permet de diversifier les sources d'énergie dans la ration. Au niveau des monogastriques, pour les porcs, on préférera plutôt le lupin bleu, car le lupin blanc est peut-être à l'origine de flatulences pour les porcs qui sont problématiques. Et on limitera quand même la dose à 5 à 10% de la ration journalière, car le lupin peut aussi amener un goût amer au niveau de l'aliment. Et pour les volailles, on est dans les mêmes proportions, donc 5 à 10% de l'alimentation journalière. Il y a également des débouchés en alimentation humaine, mais qui sont beaucoup plus spécifiques, qui demandent aussi des variétés spécifiques qui sont douces et non amères, mais ça a encore à développer. Un des avantages aussi du lupin, c'est qu'il n'est pas appété par les sangliers, par exemple, donc dans des régions où il y a pas mal de bois, etc. Ça peut être intéressant, surtout quand il n'y a pas de protection contre ce type de ravageurs. Contrairement aux pois à la févrole qui, eux, sont très appréciés par le sanglier et donc qui peuvent vraiment détruire la culture. Johan Kirinen, donc j'ai 41 ans et depuis 2020, donc ça fait 5 ans ici que j'ai repris les terrains de la ferme familiale pour en faire une exploitation de grande culture qui valorise les productions en alimentation humaine et animale. L'exploitation grande culture, je veux dire, a démarré en 2020, directement en bio. Auparavant, c'était une ferme laitière que mes parents exploitaient jusqu'à la pension de mon papa. Et donc, voilà, j'ai voulu, je veux dire, utiliser la surface fourragère pour produire principalement des céréales, mais aussi d'autres productions, pour avoir une rotation assez diversifiée, faire des associations de cultures et trouver comme ça différents débouchés dans l'alimentation humaine et animale en même temps. Donc il y a environ une trentaine d'hectares ici qui sont en grande culture. Et ici, on a 4 hectares de lupins qui ont été mis cette année-ci. Ça a déjà été le cas l'année dernière. Et dans le futur, je pense garder toujours plus ou moins cette surface-là en lupins, que ce soit en culture associée ou en pure. Donc jusqu'à présent, c'est dans l'alimentation animale. Donc c'est un exploitant ici de la région qui va utiliser le mélange lupin et avoine pour engraisser ses taureaux dans des filières bio. Voilà, là on retrouve l'intérêt du lupin, je veux dire, qui est concentré en protéines, en énergie via sa matière grasse, qui est un bon aliment de base pour l'engraissement. C'est la deuxième année. Auparavant, je veux dire, j'ai fait d'autres essais avec d'autres protéagineux, par exemple la févrole, les pois. Ce que je trouve, je veux dire, ici, avec le petit peu d'expérience que j'ai, c'est une culture qui est encore relativement facile. En association, ça reste très propre. Ici, on est dans une région où il y a assez bien de sangliers. On peut aussi avoir le problème des oiseaux qui viennent parfois consommer les graines. Et à ce niveau-là, le lupin est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas du tout appétant pour ces animaux-là. Donc on a beaucoup moins de dégâts que les févroles ou d'autres protéagineux. En association comme ça, on a une très belle couverture de sol. Donc c'est une culture qui reste assez propre, comme on peut le constater ici. En pur, voilà, là on peut avoir un petit peu de présence d'adventisme, mais quand il y a une belle biomasse, ça reste très limité. Et puis c'est un bon précédent parce que c'est une protéagineuse donc, qui amène de l'azote dans le système au niveau des sols, avec un bon système racinaire, donc au niveau de la qualité des sols par après, c'est pour moi un bon précédent.